Des manifestations contre la communauté internationale ont lieu cette semaine dans la capitale congolaise. Des manifestations où les manifestants se sont retrouvés devant certaines représentations diplomatiques à Kinshasa, membres de l'Union européenne. Les manifestants accusent la communauté internationale de soutenir, je cite, la rébellion du M23. Enfin, une citation, le M23, lui, sur le terrain des hostilités, qui continue à faire face au FARDC. Le ministre de la Défense est allé sur place pour prendre langue avec les troupes sur terrain. C'est le deuxième dossier. Escalade du conflit M23 en RDC. Les combats se poursuivent, le cri d'alarme des humanitaires aussi. Des civils sous des bombes, des déplacés par milliers, des enfants perdus, des affrontements sur terrain déclenchés par le M23 sur lesquels les FARDC ont pris le dessus. Jean-Pierre Bemba a effectué le déplacement de Goma pour s'enquérir de la situation sécuritaire. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Et la communauté internationale souffle le chaud et le froid. Les États-Unis appellent à des négociations, message qui a énervé les Congolais. Depuis, ils font des marches et des sit-ins pour dénoncer ce qu'ils appellent complicité internationale, le cas de cette puissance. Nous sommes en face du capitalisme occidental prédateur. Ces gens n'ont pas d'état d'âme. Ils ne comprennent que les rapports de force. Si vous pensez qu'en priant, on va nous laisser tranquille, vous trompez. Donc préparez-vous à faire la guerre. Moussé disait, la guerre sera longue et populaire. À Kinshasa, à l'intérieur du pays, voire bientôt à l'extérieur, étudiants et autres couches sociales s'activent. La MONUSCO n'est pas épargnée dans cette marche de colère. C'est pourquoi la population congolaise elle-même, de toutes parts, de tous côtés, du nord, sud, est, ouest, a vraiment jugé utile que la MONUSCO puisse partir. Il n'appartient pas à la société civile d'étouffer la voix de la population, mais plutôt accompagner cette population vers la réalisation de cette demande. Et pourtant, après les États-Unis, le son de cloche est le même, ou presque. Le Royaume-Uni, qui se dit très préoccupé par la récente escalade des combats dans l'Est, annonce soutenir toutes les parties en vue d'un dialogue et d'un retour aux processus régionaux de consolidation de la paix qui offrent les meilleures chances de paix. Négocier, c'est le mot qui sonne mal chez Félix Tshisekedi. Sa position est sans équivoque. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Que cachent les négociations pour faire l'objet de controverses? La lecture en diagonale des textes laisse perplexe plus d'un patriote. La sous-entendue et l'expansion où ce désir s'avèrent plus clairs chez l'agresseur. Et les gouvernants captent à travers les négociations la voie d'accès aux instances pour les plus décisionnels, avec pour un effet à long terme, la déstabilisation qui rime avec la balkanisation. On a négocié depuis 1994. Ça fait plus de 30 ans. Bilan, 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes et 500 000 femmes violées. À quoi servent encore les négociations? La seule issue aujourd'hui, c'est prendre conscience, prendre notre destin en main et faire la guerre. La guerre n'est pas une mauvaise chose. La guerre amène le peuple à la liberté, à la libération. L'Angola est là pour donner l'exemple. Ceci est valable pour nous. Si nous ne gagnons pas cette guerre, mettez-vous en tête, le Congo disparaît. Donc on n'a pas d'autre choix. Nous devons nous battre, faire cette guerre à tous les niveaux pour que le Congo devienne un pays indépendant, libre et prospère. Parce que c'est grâce au Congo que l'Afrique va se développer. Et tous les pays africains nous attendent. Comment comprendre de part et d'autre que la volonté d'aller aux négociations ou pas? Chacun semble tirer les rideaux de son côté. Diplomatiquement, la RDC est appelée à discuter avec ses protagonistes. Le gouvernement dit non. D'autres personnalités à l'interne persistent sur la nécessité de négocier. Pendant ce temps, la paix se raréfie et des appels au calme s'enchaînent. La situation actuelle en RDC est bien catastrophique. Chez les populations, la patience est à bout.
Des appels de guerre se succèdent. Certains Congolais ne jurent que sur l'offensive et ne se cachent pas. Kagame occupe Uluchuru, Bunagana et d'autres, et Walikale. Nous risquons de perdre ce territoire. La seule chose qui peut contraindre Kagame à reculer avec le soutien qu'il a de l'administration occidentale, c'est la guerre. Le peuple congolais est prêt à faire la guerre. Les regards restent braqués sur l'armée qui monte en puissance et rencontre sur la voie des réformes la volonté du peuple. Visiblement, ça ne sera pas tout. En attendant, des images vraies et fausses inondent la toile et hantent les esprits. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Il faut fact-checker pour se rassurer de la distinction. Pratique très peu connue chez les internautes. La peur gagne du terrain chez les moins avertis. La solution à la crise qui sévit dans la partie est du pays requiert de trouver une issue à la question identitaire, du désarmement des groupes armés et des conflits fonciers. Les politiciens recourent à l'instrumentalisation des points communs et ou des différences liées à l'identité ou à des fins politiciennes, en vue d'assouvir leurs ambitions et satisfaire leurs intérêts personnels et sectaristes. La sécurité dans la province du Nord Kivu requiert des efforts de tous, individus et communautés ethniques. Elle requiert également une gouvernance plus responsable. Le rôle de sécurisation des espaces de la protection revient essentiellement au FARDC et à la PNC. Le recrutement ne se fait pas selon des critères d'efficacité, en dépit de bonnes intentions. Ce sont des éléments les plus difficiles qui se font enrôler dans ces services. La police est composée des éléments ex-phase, ex-miliciens et ex-civils. Tous se rassemblent sans qu'une sérieuse formation idéologique et professionnelle ne leur soit dispensée. Certains officiers supérieurs se retrouvent richissimes, ce qui renvoie les citoyens à évoquer l'enrichissement illicite, posture qui ne favoriserait pas l'éthique. Même les éléments commis à des postes de renseignement et de surveillance versent dans des sales draps, ce que dénoncent plus d'un Congolais visiblement sans succès. Si comme le pensent certains avertis, la présence des groupes armés est le fruit d'un manque de responsabilité depuis la gouvernance du président Mobutu. Il est temps que les indicateurs soient perturbés de façon durable pour la paix et la sécurité. Un devoir du pays, soutenu plus que jamais par des Congolais, épris de paix. Abraham Lwakabanga, Jean-Pierre Bemba dans la province du Nord Kivu, est-ce que ça peut apporter un plus sur la défensive sur terrain des FARDC? Je crois que c'est important que le ministre sectoriel fasse le déplacement. Il n'était pas seul, il est accompagné par le chef d'état-major. Ouais. Il est important qu'il aille se rendre compte de l'état sur terrain. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a une bataille sur les réseaux sociaux. L'armée numérique du Rwanda, il faut la citer, est en train de faire un travail énorme, avec beaucoup de fausses informations. On nous a dit, on a lu il y a quelques 2, 3, 4 jours que Goma était encerclé, Goma allait tomber et tout ça. Je crois que la présence du VPM, ministre de la Défense, sur terrain a pu ici faire comprendre à tous les Congolais que nous avons encore la maîtrise sur terrain de Saké, de Goma et d'autres environnements. Deuxième chose également, c'est de pouvoir revigorer les troupes. Les troupes ont souvent besoin de voir le leader sur terrain qui prend les risques tout comme eux, qui peut à ce moment les entendre en voix off, leur doléance, et je suppose que le VPM ne s'est pas rendu là-bas les mains vides. Il a dû avoir un autre travail afin de galvaniser les troupes en termes de primes. Ça, je crois que c'est en interne. Troisième et dernier point que je mettrai ici en exergue, c'est la volonté. Il l'a dit plus d'une fois, la volonté que le chef de l'État a de voir la situation de l'Est être reprise et les terrains qui sont occupés pour l'heure être reconquis par l'armée. Ça passe par là, par une visite, certains ont dit éclair, mais non, une visite du chef d'état-major accompagné du ministre de la Défense pour passer un message clair à la nation et à tout un chacun que nous sommes là, bel et bien là pour défendre tout le territoire. Justement, cette rumeur, vous l'avez dit, cette guerre numérique du Rwanda, qui semble avoir de l'ascendance du dessus sur cette guerre numérique par rapport à la RDC. Qu'est-ce que la RDC fait concrètement, justement, sur le numérique? On a l'impression qu'elle est passive. Je vous rejoins, vous savez, je paraphrase le chef de l'État qui a dit qu'il ne faut pas qu'on revienne sur les erreurs du passé.
Les erreurs du passé ont été des fois des grandes lacunes en termes communicationnels. Le pays est en guerre. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir avoir une armée numérique et une meilleure communication qui permettent à des chaînes comme les vôtres, et ainsi que d'autres qui sont sur la place, d'avoir des informations, les bonnes informations qui devraient être relayées afin que la population soit au courant de ce qui se passe. Regardez l'événement que nous avons connu ici. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il y ait un match de football. Il a fallu qu'il y ait une CAN pour que l'attention du peuple congolais soit galvanisée vers un objectif. Et tout le monde a été sensible à ce moment-là de pouvoir recevoir la même information. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, sur toute l'étendue de la RDC, tout le monde s'est habillé aux couleurs des léopards, ou pour ceux qui en avaient les moyens, et tout le monde sait ce qu'il y a eu sur terrain. Donc il est important ici que du point de vue numérique, et nous plaidons, que cela soit vraiment pris au sérieux. Les réseaux sociaux sont là. Je peux vous dire récemment, aujourd'hui on nous parle de l'arrivée de 5000 militaires polonais, ce qui n'est pas le cas. Ils seraient arrivés où et comment? Vous savez, ventiler 5000 militaires, c'est au moins une bonne cinquantaine de rotations d'avions. Ils sont passés quand et à quelle heure? Quelles sont les images? On n'en voit pas. Donc il est important aujourd'hui, comme je dis, que cette guerre numérique qui est lancée puisse être, que nous puissions répondre, pourquoi pas, parce que nous avons les moyens, nous avons la possibilité, je crois, nous avons une plus grande population également, et nous avons les spécialistes, et nous devrions faire ce travail-là de manière à ce qu'il y ait moins de panique et que nous soyons au contrôle de ce qui se passe effectivement. Le M23, sur terrain, on le dit, dans la province du Nord Kivu, le M23 qui bénéficierait du soutien de la communauté internationale, ce qui d'ailleurs justifie certaines manifestations à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ces manifestations ont eu lieu, leur raison d'être observées quand on sait qu'ils accusent la communauté internationale de soutenir le M23? Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Les tireurs de ficelle, ce sont ceux qui veulent prendre ce que nous avons sous terre dans le nord, dans le sud Kivu et ailleurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité, il y a une dizaine d'années, d'interviewer un ancien ambassadeur américain qui a fait une déclaration tonitruante que beaucoup ne comprenaient pas pour dire que l'Est de la RDC est entre les mains du Rwanda. Il voulait parler de l'Est économique, pour dire quoi? Que tout ce qui était comme mine était vendu c'était vendu soit au Rwanda, soit à l'Ouganda. Je propose à ceux qu'aujourd'hui, nous puissions avoir une meilleure rélecture et faire un meilleur combat, qui est un combat de l'armée certes, mais un combat également économique. Savez-vous que la Banque centrale a également une vocation d'acheter les mines? Pourquoi aujourd'hui ne créerons-nous pas des comptoirs au niveau de l'Est pour pouvoir racheter cette manne-là et nous éviter que les acteurs miniers se précipitent au-delà de nos frontières pour pouvoir vendre, parce que c'est juste à côté, c'est peut-être en dollars et autres, pour que nous puissions diminuer cette fuite. Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire parle d'environ 50 milliards de dollars qui traversent. Je crois qu'il y a la possibilité de juguler cela. Le chef de l'État a essayé avec le Rwanda, malheureusement, il a dit lui-même, Paul Kagame n'a pas compris. Aujourd'hui, nous savons, nous connaissons, nous avons peut-être de meilleurs carnets d'adresses, si je peux le dire, de qui veut quoi. Le Qatar s'est proposé, aujourd'hui il gère l'or, je crois qu'il y a d'autres pays qui pourront venir. À ce moment-là, cette fameuse communauté internationale, parce que ça dépend de laquelle parle-t-on. C'est au cas par cas, selon les pays qui soutiennent ou qui, soit le Rwanda ou la RDC? Ceux qui avaient la main mise sur la RDC ne sont pas d'accord à ce qu'ils partagent aujourd'hui. La Russie ou les pays du BRICS sont très 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 mal vus. Ceux-là ne sont pas dans ce jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, devrions-nous faire un shift ou un tourner à 180 degrés vers... Qui sont dans le jeu, la France, les États-Unis? Écoutez, sont les mêmes. Le coup d'État qui a eu, ou la mort le fameux missile tiré à l'époque, ce n'était pas un missile soviétique, c'était un missile français. Donc nous connaissons les méandres. Je crois que le chef d'État qui a été, avant d'être chef d'État, un grand diplomate pour le compte de l'UDPS, a les bonnes adresses. Et il a dit lui-même. Il a visité tout le monde, il connaît tout le monde. Aujourd'hui, il a une idée générale de la manière dont les autres leaders pensent. Oui, nous avons mis de côté notre émotion. Nous avons compris que c'est un problème d'intérêt et nous allons privilégier les intérêts du peuple congolais d'abord. Et ça va être avec celui qui sera clair avec nous, franc avec nous et qui va nous amener une politique win-win. C'est avec celui-là que nous allons dealer. Donc franchise des signatures des contrats et puis finalement en retournant de situation, quel serait le juste équilibre? Parce qu'on tend la main et puis après, les retournements de situation. C'est l'intérêt. Regardez ce qu'a fait, je le félicite, l'IGF avec M. Lingeti. Un travail énorme qui permet aujourd'hui à la RDC, qui était excusez-moi du terme, mal barré avec le contrat chinois.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une meilleure négociation, dans une meilleure position. Donc c'est cela qu'il faut voir. Il faut qu'on arrête de brader les intérêts de ce pays pour quelques petites sommes personnelles. L'intérêt du peuple doit primer. Nous disons, nous sommes socialistes, c'est le grand moment de pouvoir nous asseoir. La plupart de ces gouvernements aussi, si je parle, la France et autres, sont des gouvernements socialistes qui font avancer les choses. Il faudra qu'on s'asseye, que l'on comprenne et que eux surtout comprennent que nous ne sommes pas naïfs. Nous avons grandi chez eux, nous avons étudié chez eux, nous savons comment ils réfléchissent. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vague qui est venue, des gens qui comprennent et qui parlent plusieurs langues, polyglottes peut-être, mais qui ont surtout vécu à l'étranger. Nous savons comment ils réfléchissent et c'est cela qui nous permet, parce que nous n'avons aucun complexe à discuter avec eux, nous leur disons en les regardant droit dans les yeux ce que nous pensons et cela sert aujourd'hui au peuple congolais. Il y a eu le Mali, il y a le Burkina Faso et d'autres pays où la jeunesse africaine s'est levée. Les Congolais aussi, parce qu'aujourd'hui avec Internet, le monde est tellement petit. Les Congolais lisent, se disent, mais tiens, mais pourquoi eux, pourquoi pas nous? Justement, est-ce que ces mouvements sont à négliger déjà depuis jeudi, vendredi, samedi, 3 jours, et ils comptent, certaines autres manifestations sont à annoncer pour le début de semaine. Est-ce que ces mouvements, aussi isolés peut-être, sont à négliger? Isolés, non. Vous savez, ce qui se passe, qui a commencé à se passer à Kinshasa, se passe ailleurs. Dans les Kivu, Goma, Bukavu, évidemment, on a vu oui. cela. On a vu dans la diaspora en France. Voilà, en France, ailleurs. On a vu les combattants. Maintenant, c'est structuré, c'est arrivé. J'espère que ceux-là qui parlent du combat à l'extérieur vont comprendre et créer des synergies de manière à ce que les relais se fassent. L'important, c'est de faire passer un message. Un message auprès de qui? Pas des dirigeants européens simplement. Un message auprès des populations européennes, américaines pour dire, regardez, vous vivez bien, vous avez un nouveau téléphone, iPhone ou je sais pas quoi, le minerai là, il vient du Congo. Et pour l'avoir, on a dû tuer, on a dû faire ceci, créer l'insécurité, il y a des millions de morts dans des camps dont on ne s'occupe pas, mais vous êtes heureux d'avoir un beau téléphone, vous en faites n'importe quoi. Ces manifestations réclament également la fermeture des ambassades. Pour ou contre? Écoutez, si c'est prouvé, pourquoi pas? Vous savez, nous sommes dans une situation où, ça c'est mon avis personnel, hein, je n'engage pas le parti là-dessus, je dis si c'est prouvé, pourquoi pas? Vous envoyez une ambassade, quel est le but? C'est de créer des relations économiques, des relations diplomatiques en vue que tout un chacun se retrouve. Mais si une ambassade vient chez vous et qu'elle est porteuse d'actions ou d'activités qui sont néfastes à votre paix, à votre sécurité, bon, à certains moments, il faut s'asseoir et qu'on se dise, bon, écoutez, quel est l'intérêt? C'est le cas, nous avions ici un ambassadeur rwandais à l'époque. On a dû demander, il est d'ailleurs parti de lui-même, sans qu'on l'ait touché, et qui l'avait chassé. Sa conscience, sa manière de travailler. Donc il est important que le message soit compris, et je suppose qu'à l'international, ils ont bien compris que la RDC, qui est un pays pacifique, le chef de l'État a ouvert ses deux mains, a invité tout le monde à venir s'investir en RDC. Maintenant, que nous puissions regarder les droits, les yeux dans les yeux, et qu'on soit honnêtes les uns envers les autres. On a vu pas mal de pays africains ici souffrir de cette soi-disant coopération. Bah, comme je dis, il y a des choses qui bougent, et bon, elles vont bouger, et le Congo ne va pas échapper par rapport à cette nouvelle mouvance d'une Afrique plus libre. Oh, dernière question, le chef de l'État, lors de son discours devant les représentants, des diplomates en RDC, a dit qu'il restait dans une ouverte à toute coopération. Quel devrait être le juste milieu de cette coopération pour ce nouveau quinquennat? Quel devrait être le juste milieu pour ne pas retomber justement dans les erreurs du passé, dans les relations bilatérales? La grande difficulté que nous avons en RDC aujourd'hui, c'est la situation récurrente à l'Est, avec un pays connu, le Rwanda. Nous avons demandé, et le chef de l'État l'a fait plus d'une fois, solliciter qu'il y ait d'abord une reconnaissance par la communauté internationale que les problèmes de la RDC émanent du Rwanda par le président Kagame. Et qu'il ne serait plus question ici de lui tendre le tapis rouge partout où il passe. Pourtant, il demande ces lettres mortes, la communauté internationale ne semble pas toujours le dire. Il y aura bien un moment où les gens vont se réveiller, mais lorsque l'on voit certains débats qui se passent au niveau de la communauté européenne, on comprend qu'il y a des voix qui s'élèvent, même aux États-Unis, les voix s'élèvent. Mais nous voulons ici que l'ONU, le secrétaire général, et d'autres actions coercitives soient prises à l'endroit du Rwanda, en termes d'achat d'armes, en termes de coopération. Je crois qu'à un certain moment, il y a des choses qui ne devraient pas être faites. Ici, je vois l'exemple de la Pologne qui aurait signé un accord. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi cette politique de poids, deux mesures?
alors qu'il est évident, il est des éléments essentiels que l'ONU a déjà déposé des rapports, le Mapping Report, ainsi que d'autres choses qui existent, qui sont des éléments tangibles, qui prouvent l'implication du Rwanda. Nous allons prendre le dernier dossier.